Ah, c'est différent, ça c'est clair. Bon, on va commencer par un truc simple de cette deuxième saison qui me faisait peur dès lors que j'ai vu des extraits, parce que bon, j'ai déjà vu quelques petits extraits rapides. L'animation est pas géniale. L'animation est pas géniale. C'est une sorte de cel shading un peu médiocre, passable. À la tête, j'ai un peu de mal à m'habituer, je vous le cache pas. Les expressions des personnages manquent beaucoup de naturel à certains moments, surtout quand on essaye de leur faire avoir des réactions un peu exagérées. Et donc ça se ressent très particulièrement pour Sancho et Pedro, et qui font toujours les guignols la plupart du temps. Et donc chaque fois qu'ils sont un petit peu apeurés, qu'ils sont paniqués, etc., ils font ces espèces de grosses expressions qui ne font pas naturel du tout. Il n'y a pas beaucoup de fluidité à ce niveau-là, c'est pas génial. Voilà, l'animation est pas géniale. Quand nos personnages ont des expressions plus contenues, ça passe, mais dès lors qu'on cherche dans les grandes expressions, c'est pas sensationnel. Bon, en dehors de ça, en termes de décor, etc., le modèle 3D, enfin le modèle cel shading est tout à fait correct, et pas correctement, mais c'est en termes de personnages que, ouais, ça va pas être génial, hein. Ça va pas être génial. Peut-être qu'il me faut plus de temps d'acclimatation, mais je sens que ça va pas m'aider à rentrer grandement dans l'histoire. Cela étant, l'histoire de cette seconde saison commence avec un double épisode, donc deux épisodes d'un coup. Je crois que ce sera le seul double épisode que je traiterai dans cette série, qui commence avec un, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est un procédé narratif de plus en plus courant, où on nous fait voir ce qui se passe plus tard dans l'épisode, en nous faisant un petit suspense. Mais comment vont-ils en arriver là? Et j'aime bien ce procédé, hein. Je suis pas contre ça, parce que ça peut créer un petit suspense, une attente. Comment cette chose a-t-elle pu se produire? Mais ouais, déjà, d'une part, c'est votre premier épisode, merde. Vous n'auriez pas pu attendre un peu plus tard pour faire ça. D'autre part, punaise, c'est moisi la scène que vous montrez, quoi. C'est juste un soldat qui s'apprête à tirer sur Esteban, et Mendoza qui fait non. Ouh. Genre, il a pas déjà vécu ça des centaines de fois avant. C'est quoi ce truc? Sérieusement, ça servait à rien, quoi. C'était un truc de 10 secondes inutiles. Mais voilà, donc il s'est passé quoi, 6 mois depuis le départ d'Esteban et compagnie, même un peu plus, puisque donc on passe à il y a 6 mois avant la fameuse scène qu'on verra plus tard, où en pays Inca, il y a un mec bizarre qui s'appelle Zares, qui est toujours en capuche, donc on voit jamais son visage. Il est mystérieux, il a une grosse voix grave, qui est pas super naturelle pour bien faire le suspense, le mystère autour du type. Waouh! C'est un procédé aussi très classique, et j'espère que ça amènera à quelque chose qui vaut un peu le coup. Ça se trouve, ça va être un Olmec, ce truc. C'est la grande révélation. C'est un Olmec. Ouh! Là, ça me ferait quelque chose, hein. Je sais pas, c'est que quand on met un personnage dans l'ombre comme ça, faut que sa révélation amène à quelque chose. Zarès a l'air d'être le grand méchant qui va les suivre du début à la fin. Il a l'air d'être plus intelligent et plus réfléchi que les autres méchants qu'on a connus, donc ça a l'air très intéressant à ce niveau-là. Ça peut être très sympathique, c'est bien géré par la suite, mais je vois pas l'intérêt sur le coup de garder mystérieux comme ça, de faire une grosse voix grave, de le cacher sous une capuche, à moins qu'il y ait une révélation un peu spécifique à faire autour de lui. Enfin bref, on le voit donc il y a 6 mois plus tôt en pays Inca, où il force un Inca à lui parler de ce qui s'est passé. Il l'emmène dans un temple spécifique où on découvrira plus tard qu'Esteban, Zia et Taos sont rendus, et ont découvert une carte. L'Inca en question sait tout, bien entendu. Il sait qu'ils ont découvert les cités d'or, qu'elle n'est plus, etc. Le mot s'est passé des Mayas aux Incas, parce que je rappelle quand même qu'ils étaient chez les Mayas, hein, à ce moment-là. Ils étaient plus chez les Incas. Enfin bon,
Il y a tout ça, quoi, il sait tout, le mec, et le méchant Zarès montre toute sa cruauté, maintenant que il n'y a plus d'aucune utilité et qu'il sait que ce sont les enfants, trois enfants qui sont derrière tout ça, il le laisse croupir dans le temple. Donc vers sa mort. C'est assez atroce ce gars. Pour l'instant, il passe bien, je trouve. Donc, on passe à 6 mois plus tard où Esteban Taoisia se retrouve à Barcelone. Aidé par le Terverni qui leur a donné des informations, il se rue pour délivrer Mendoza et les deux Guignols des barreaux parce qu'ils ont été enfermés. Alors, on précisera jamais comment ils sont revenus à Barcelone, ces trois-là. J'imagine, ouais, à nouveau, ils ont fait construire un bateau par les Incas ou les Mayas. Hein, c'est un truc comme ça, peut-être. Je sais pas. Ça me fait marrer parce que j'en parle tout de suite, quoi. Plus tard, dans le second épisode, on verra le... le prêtre, le moine du coin, qui dit à Esteban lorsqu'il raconte son aventure, qui dit quoi, t'es allé au Nouveau Monde et t'es revenu en moins d'un an, mais c'est impossible. Esteban dit oui, mais j'avais un oiseau géant qui me permettait de voler, c'était plus facile. Et oui, mais c'était pas le cas pour Mendoza et compagnie, hein. Et eux, ils sont bien parvenus à faire ça aussi. Donc ça fait doucement marrer. Voilà, c'est histoire de dire, c'est histoire de dire. Donc ils sont enfermés par Zarès et qui voulaient des renseignements sur les enfants, mais ils leur auront pas donné ces renseignements, même si Sancho et Pedro sont égaux à eux-mêmes, lâches, etc. Ah, on ne pourrait pas leur donner des informations, allez, peur, etc. Donc il y a Esteban, Zia et Tao qui s'infiltrent dans la garnison pour les libérer. Il y a un passage que j'ai trouvé très bizarre où Esteban est le premier à grimper le mur pour faire descendre une corde et aider les autres à monter. Seulement on découvre au moment où il grimpe le mur qu'il a toujours pas perdu son vertige. Il me semblait que c'était fini, mais non, il a toujours son vertige. Ok, alors très bien, si vous tenez à faire en sorte que ça revienne, tant mieux. C'est pas logique avec le fait qu'il pilote le Grand Condor maintenant et qu'il a plus la peur des hauteurs à cause de ça, mais le truc le plus grave là-dedans, si j'ai envie de dire, c'est que pourquoi c'est lui qui monte alors? Pourquoi c'est lui qui fait l'éclaireur en montant au couteau et sans avoir de quoi se tenir alors qu'il a le vertige? Ça pouvait pas être Tao ou même Zia qui eux n'ont pas le vertige? C'est quoi cette considération les gars? Donc ouais, c'est un détail qui m'a un peu gêné ça. Je vous cache pas, mais enfin bref, il monte, il y a quelques petites péripéties. Mais au bout d'un moment, ils finissent par retrouver Mendoza et les deux Guignols dans leur cage qui libère, et il y a tout un délire d'action, etc. lorsqu'il s'enfuit. Donc il y a le fameux passage où un soldat s'apprête à tirer sur Esteban et où Mendoza crie non. Et ouais, ça va nulle part puisqu'il le loupe, Esteban, de peu c'est vrai, mais bon, il le loupe. Sachant qu'apparemment c'est dû au fait que Zarès veut les garder en vie. Enfin c'est pas apparemment dû, c'est dû au fait que Zarès veut les garder en vie. Rapidement j'en parle aussi. Je veux dire, Mendoza est badass à un niveau peut-être un tout petit peu trop élevé dans cette double épisode parce que waouh, il sait se battre super facilement, il a des mouvements de dingue, genre il balance une lance super précisément pour empêcher qu'une porte, pour bloquer une porte et empêcher les soldats de sortir. Et le truc que je trouve dingue avec ça, c'est que on apprendra plus tard que ce que veut Zarès, c'est les laisser s'enfuir pour pouvoir les suivre plus tard. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a autant d'obstacles. Je veux dire, il y en a un petit peu histoire de donner le change, mais il y a quelques obstacles où je me dis, ouais, ils auraient pu lâcher du lest à ce niveau-là, histoire d'être plus sûr qu'ils se barrent, quoi, histoire de dire. Enfin bref, donc il y a tout un passage où Esteban hésite parce qu'il a le vertige, mais il finit quand même par descendre, tout le monde descend, et les deux guignols font les guignols, c'est incroyable. Et, et donc ils arrivent à se barrer et à s'abriter de la pluie. Et ça amène donc Esteban et compagnie à dire à Mendoza la raison de leur venue, c'est pas juste pour les sauver, et c'est parce que ils ont trouvé la fameuse carte il y a 6 mois. Oui, c'est juste un truc. Il y a 6 mois, ils ont trouvé la fameuse carte. Et c'est que maintenant qu'ils décident de retrouver Mendoza pour qu'il les aide.
Temporalité, hein. Ah oui, parce que il y a le flashback d'il y a 6 mois qu'on montre, ça s'est passé après que Esteban et Taosia ont découvert la carte. Donc, pendant plus de 6 mois, ils sont restés comme des glands sans rien savoir faire. Je sais pas, je pose une question là. C'est. Niveau temporalité, c'est très discutable, vous trouvez pas? Parce que moi je trouve que c'est discutable ce truc. Enfin bref, il montre la carte à Mendoza qui ne sait pas très bien les lire lui non plus, comme Tao. Donc Tao. Ah oui, qui se la joue super jaloux dans cette. Dans ce début de saison en tout cas, en disant ah non mais je veux pas compter sur ce type, il m'énerve, etc. Je veux dire, ok, il me semblait que vous aviez pensé ça. Je veux dire, t'as fini par lui faire un peu confiance quand même. Mais bon, on essaie de créer une fois de plus cette espèce de sentiment de non-confiance entre ceux-là qui n'a plus trop lieu d'être pour moi. Je veux dire, c'est bon, ça a évolué, il n'y a plus besoin de ça, mais puis il y a aussi un côté légèrement chauvin qu'il avait un peu Tao, mais là c'est genre un cran au-dessus, quoi, genre un vantard à fond par rapport à son peuple et ses ancêtres, etc. C'était un petit peu trop. J'ai peur que ça continue un petit peu comme ça. Vous savez, oh le peuple de Mu, mes ancêtres, tout puissants, tout ça. C'est le petit détail, quoi. J'espère que ce sera pas trop le cas. Parce que bon, c'était. Pour l'instant, je trouve que les personnages, à quelques exceptions près, sont repris tout à fait correctement, tout à fait fidèlement, hein. Je veux dire, Tao a toujours son ingéniosité, Esteban a toujours son petit courage, etc. Zia est toujours la fille, la fille de soutien qui est très attachée à Esteban. Et il y a toujours ça. Le problème vient surtout de l'animation et du rythme des scènes, comme on le verra, comme on va le voir tout de suite. Parce qu'il y a une très belle scène qui aurait pu être très 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 jolie, qui n'est seulement que belle, tout simplement parce que elle va trop vite. C'est une scène où Esteban demande à Mendoza de lui parler du grand prêtre donc de l'épisode final de la saison 1. Il a fait 2+2, il s'est rendu compte que peut-être que c'était son père avec ce qu'il a ressenti et certaines conclusions qu'il en a tirées, et il demande confirmation à Mendoza. Mendoza qui lui dit oui, c'était bel et bien ton père. Le, le prophète voyageur. Et ouais, c'est un moment assez touchant où Mendoza est attristé de lui dire ça, et où lorsque Esteban est triste, Zia et Tao se rapprochent de lui pour faire un petit câlin de groupe, etc., pour partager sa peine. C'est un très beau moment. Ça aurait été d'autant plus beau si vous aviez un tout petit peu plus étendu ça. C'est dommage que vous n'ayez pas un tout petit peu plus étendu ça. Mais voilà, c'est un très beau moment, je ne pas nier une seule seconde. Et le premier épisode se termine sur le lendemain où Esteban a disparu. Et donc, oui, on passe directement au deuxième épisode où on apprend assez vite qu'il est revenu sur ses pas. Il est repassé par la taverne. J'en parle rapidement de la taverne, mais il y a le tavernier qui les aide complètement, qui est à fond de leur côté. J'ai trouvé ça bizarre, mais ils expliquent très bien la chose à la fin. Donc, c'est un très bon point, ça aussi. Ils suivent donc les traces d'Esteban et finissent par se rendre compte qu'il est revenu au monastère. Hein, il y a Mendoza qui a quand même un souvenir de l'enfance d'Esteban. Hein. À nouveau, on sent qu'il y a un lien un peu particulier entre ces deux-là. Et donc, pour échapper aux gardes, aux soldats qui patrouillent dans la ville, ils ont une stratégie complètement conne de l'appât, où ils décident d'envoyer Sancho et Pedro attirer les gardes. Sachant que je comprends pas pourquoi ils acceptent ça. Déjà à la base, ils sont des lâches, je vois pas pourquoi ils accepteraient ce genre de truc. Mais bon, ils acceptent ça. Ils sont. Je veux dire, moi ça me dérange pas que vous les envoyiez à leur mort, mais je sais pas de votre point de vue, c'est pas un peu discutable d'envoyer ces deux gens à leur mort. Moi je sais pas, je suis content. Le truc avec ça, c'est que ouais, comment leur échappe au bout d'un moment? Parce que bon, ils attirent les soldats, il y a Mendoza qui est un peu pris dans la fuite, parce que bon, il y a Tao qui fait bêtement du bruit. Oui, Tao est un petit peu guignol sur les bords, sans le faire exprès, comme on l'avait vu dans la saison 1. Ça change pas aussi. C'est juste un détail sur lequel j'espère qu'ils vont pas trop se centrer. Voilà, c'est pour ça que j'ai quelques petites craintes par rapport à comment ils vont traiter Tao par la suite. Voilà, c'est ce dont je vous parle par rapport à ça. Et
Donc voilà, ça se finit avec Wong Mendoza qui fait un peu son excessif badass. À nouveau, pour moi, c'est un tout petit peu excessif. Et où ils sont pistés par une demi-douzaine de soldats. Je me dis, ouais, ils vont s'en sortir comment? On montre pas ça, on montre un peu plus tard qu'ils s'en sortent. Ok. Esteban se trouve donc au monastère où il avait été élevé pendant une longue partie de sa vie dans le premier épisode et tombe sur le nouveau moine en chef, je sais plus comment on dit, si vous m'excuserez, du coin, qui croit pas trop à ces histoires. Hein, il se dit, ouais, quand même, c'est un peu n'importe quoi ce qu'il raconte, c'est un petit peu logique. Il a aussi une vision un peu logique de la foi lorsque un autre prêtre lui dit, un autre moine lui dit, cet enfant peut amener le soleil. Il dit, non, mais n'importe quoi, seul Dieu peut nous amener le soleil. C'est une réflexion religieuse typique. Et honnêtement, j'ai envie de dire un peu logique pour l'époque. Donc c'était pas mal ça. Et puis après, ça amène à ce qu'il parle à Esteban. Il écoute son récit, donc il y croit pas trop, mais il a quand même, il saisit quand même qu'il y a une perte dans sa vie. Il a perdu son père. Il est revenu clairement là pour des raisons de nostalgie parce qu'il a perdu deux figures paternelles en l'espace d'un an. Et la figure paternelle qu'il a connue toute sa vie, il l'a perdue juste avant de se lancer à la recherche de sa figure paternelle dont on lui a parlé juste après. Et cette figure paternelle-là, il l'a perdue aussi. Donc on sent le côté maussade d'Esteban, ça c'est assez joli ça aussi. Et le moine lui propose de rester ici, à nouveau de revenir au monastère, où ils finiront par lui trouver une famille. Et il accepte le marché, alors que Tao et Zia arrivent pour le convaincre de partir, il leur dit non, j'ai plus rien à rechercher, mon père n'est plus, et donc je vais rester ici, prends mon médaillon Tao, je reste là. Et malgré les suppliques super rapides de Tao Zia, il reste. Alors, ça amène un truc que j'aime beaucoup sur le concept, mais à nouveau qui va trop vite. Je sais pas, un problème de rythme aussi qui me gêne un petit peu. C'est dommage parce que je trouve que dans son écriture, en sa base, c'est un très bon scénario de double épisode central, mais je sais pas, en termes de rythme, la façon dont certaines choses sont montrées, c'est très discutable. Et j'arrive pas à être complètement pris dedans. C'est vraiment dommage. Parce que voilà, ce moment où le prêtre, le moine lui propose de rester ici, ça va super vite. Il accepte super vite, Esteban. On sent très peu le dilemme qui se pose à lui. Le choix va beaucoup trop rapidement. Et ce qui le fera changer d'avis, ça va aussi trop rapidement. On se rend compte que son médaillon, quand il ne le porte pas, il se transforme en plomb. C'est quoi ce truc-là? Il y a une espèce de magie attachée à ce médaillon qui fait que seul le porteur attitré et véridique peut le faire s'illuminer et le faire marcher. Alors, je dis ça parce que ils ont les médaillons, mais ils n'ont pas la petite pièce, le petit truc central en forme de cercle que Mendoza a sans possession maintenant. Et ces deux trucs-là, ils marchent depuis des lustres tout seuls, sans besoin du médaillon, quoi. Ils ont pas dépéri alors qu'ils étaient plus au cou de leur propriétaire. Par contre, le truc en forme de croissant de lune qui est attaché directement au collier, là, par contre, si ça dépérit. Logique, hein, logique magique, merde, voilà. Et c'est pour donner une excuse, pour faire revenir Mendoza Taoesia, pour dire à Esteban que sa place n'est pas ici, qu'il est réellement élu et que c'est bel et bien lui qui doit faire les choses. Ouais, je sais pas, il y avait meilleur moyen d'amener ça d'avoir une espèce de preuve concrète, directe, comme ça, qui a moyennement du sens, je trouve, mais je sais pas, il y avait vraiment moyen d'amener de grandes conversations sur ce que veut Esteban, sa perte de foi, le fait qu'il ait plus rien à rechercher sur le coup. Là, ça va beaucoup trop vite. La conversation va beaucoup trop vite et c'est vraiment dommage parce que je sens qu'il y avait moyen de ressentir quelque chose de fort là-dedans. Par rapport à cette perte de motivation d'Esteban et ce qu'il fait revenir vers
son désir de continuer ses recherches. Et là, ça va pas assez vite. Un truc qu'ils n'ont pas exploité, et je sais pas s'ils comptent l'exploiter plus que ça, c'est que lorsqu'il parle de sa mère, Esteban, rapidement, en fait, c'est même pas lui qui en parle, c'est le moine qui en parle. Et ta mère, tu sais, Esteban dit je sais pas, et puis ils vont pas plus loin que ça. Ça aurait pu être un sujet qui le pousserait à continuer ses recherches. Dire, ah, peut-être qu'en trouvant ma mère, j'aurai une moitié de famille qui reste quand même. Ce serait cool. Non, ça, ils sont pas allés plus loin autour de ça. C'est du discours très bateau. Juste histoire de dire, regarde ton talisman, il brille en ta présence. Ça veut dire que c'est toi l'élu, c'est à toi de faire ça. Ouais, non. Pas super convaincu. Je suis pas super convaincu. Ça aurait été. Il y avait moyen de faire quelque chose de plus fort que ça. Enfin bon, ça change rien au fait qu'il finit par, bien entendu, accepter son destin, de partir avec ses amis, etc. En disant au moine, c'est bon, j'ai déjà une famille, pas la peine de m'en chercher une. Avec Daoisia, il y avait vraiment moyen de rendre ça super émouvant. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage quand je vois le potentiel d'une scène et qu'elle est exécutée de façon... c'est pas mauvais, hein, c'est vraiment pas mauvais, mais c'est pas... Il y avait moyen de rendre ça sensationnel, et c'est clairement pas le cas. Enfin bref, juste après ça, ils rejettent un coup d'œil à la carte et finissent par se rendre compte que oui, il y a moyen de placer les talismans dessus, et je trouve ça tellement évident. Je veux dire, il y a deux emplacements spécifiques qui ont la forme de croissant de lune, et à aucun moment depuis que vous avez cette carte, depuis 6 mois, merde, vous vous êtes dit, tiens, et si on plaçait nos deux talismans à cet endroit-là? C'est évident, putain! Non, 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 vous n'avez pas pensé à le faire. Enfin bon, en faisant ça et en mettant une espèce de lumière qui représente le soleil au centre, ça permet de mettre des indications qui permettent de plier cette carte de façon à ce que ça forme une carte légitime, logique. Et ce que ça amène, c'est un emplacement précis indiqué, c'est-à-dire la Chine, et ce sera l'endroit de nos nouvelles pérégrinations. Ils partent donc à bord du Grand Condor, qui a nettement moins la classe en cel shading, ça c'est clair et net, en quête d'explications pour leurs origines, en fait. C'est comme ça qu'ils le présentent. On veut savoir pourquoi on a été choisi, c'est ce que dit Esteban, c'est ce que dit Jia, et j'ai envie de dire... Vous le savez déjà, on vous l'a expliqué à l'épisode 38 de la saison 1. D'ailleurs, maintenant que j'y réfléchis, si les cités d'or sont éparpillées partout par le monde, comment se fait-il que les deux élus soient en lien très étroit avec l'Amérique latine? Seulement l'Amérique latine, alors que c'est censé être un truc mondial. Les deux élus représentants du peuple de Mu sont tirés de peuples Inca et Maya. Bon là, c'est un problème qui est global avec toute la série. Hein. C'est pas gravissime, hein, c'est histoire de dire. Enfin, ça se termine là, alors que il y a Zarès, le grand méchant, qui avait tout prévu. Mais genre tout prévu. Hein. Alors, c'est une chose que j'apprécie sur certains points. Par exemple, je comprenais pas comment ça se faisait que le tavernier les aider comme ça, de façon aussi altruiste. Ben en fait, s'il les a aidés, c'est parce que Zarès voulait les amener à partir en quête des nouvelles cités d'or. Donc, donc, grâce à ça, il a amené les choses à se faire. Et étant donné qu'il a eu leur confiance, il a été au courant que ça se passait en Chine aussi. Donc, il y a une manipulation de sa part. Et il tenait son fils en otage pour ça. Et on voit aussi la cruauté du personnage parce qu'il voulait faire en sorte de les exécuter, ces deux-là, après, le père et le fils. Mais il y a son soldat de confiance, entre guillemets, qui n'était pas prêt à faire ça parce que pour lui c'était trop cruel, qui fait croire qu'il les tue en tirant en l'air. C'est un bon moment ça, c'est un bon moment, parce que ça m'avait vraiment rendu perplexe cette histoire de tavernier qui genre prêt à les aider comme ça, super ouvertement, malgré tous les ennuis qu'il se coltine, etc. Il est prêt à les aider, tout ça, waouh, super altruiste le gars, bah c'est pas seulement par altruisme, c'est parce qu'on l'a forcé. Voilà, donc c'était une bonne chose, ça montre la cruauté du personnage et je sais pas. Je sais pas, je suis un peu perplexe par rapport au fait qu'on le rende mystérieux et qu'on en fait un peu des caisses sur le côté oh il a une voix grave, pas claire. Et le fait qu'il a l'air d'être beaucoup plus méticuleux et sournois que les autres méchants qu'on a vus avant. Donc là c'est quelque chose
Il y a quelque chose de très intéressant chez lui, c'est dans l'absolu. Au fait, il travaille pour le roi Charles Quint d'Espagne. Et ouais, je sais pas si ça va vraiment entrer grandement en compte ou pas, ou s'il va surtout travailler pour sa pomme. À deux trois moments, on va montrer Charles Quint, histoire de. Mais voilà, c'est très intéressant sur le principe. J'espère qu'il sera bien géré par la suite parce que je trouve quand même plus de points positifs que négatifs chez lui. Et donc ça se termine là. Donc avec lui qui leur laisse une longueur d'avance pour pouvoir les suivre. Parce qu'il a un engin volant lui aussi. Ou alors ouais, parce que s'ils se rendent en Chine en bateau, eux, ça va prendre un certain temps, hein, un sacré bout de temps. Partir en bateau, ça prendra beaucoup plus de temps que d'y aller en Grand Condor, quoi. Donc ça leur fera quoi, genre plusieurs mois de retard, quelque chose comme ça. C'est une sacrée avance, donc c'est la question que je me pose. Mais bon, c'est un détail. Et ouais, pas grand chose de plus à dire. C'était tout à fait correct. Bien fichu à pas mal de points. Mise en scène par moments me gêne. On a tendance à accentuer le côté guignol de certains points qui risque de m'ennuyer un petit peu. On sent qu'ils essayent un peu plus de partir vers la direction. On fait ça pour les enfants. Et ça peut être un peu gênant sur les bords, mais il y a quand même suffisamment de choses bien reprises pour me prendre un peu dans le bain. J'ai bien apprécié pas mal de points, pas mal d'idées. La mise en scène est trop rapide malheureusement, mais j'ai apprécié beaucoup d'idées qui ont été mises en scène là-dedans. Et sans être transcendant, ça passait très bien pour introduire la chose. Alors le dernier point que je voudrais souligner, c'est le fait que je sens que je vais détester Pichu. Mais genre détester Pichu. Parce que déjà dans l'histoire, on n'arrête pas de forcer des gros plans sur ses apparitions au point où ça en devient gavant. Déjà que quand il apparaissait comme ça sur l'histoire, ça me saoulait ça. Mais alors c'est encore pire quand on le montre vraiment en gros plan, quand il prend la moitié de l'écran. C'est super gonflant, en cel shading en plus. Et donc déjà il y a ça qui me saoule. Et en plus de ça, je sais pas ce qui est passé par la tête des créateurs. À nouveau le côté, il faut qu'on attire les enfants. Donc il y a chaque documentaire de fin, parce qu'il y a à nouveau des petits documentaires de fin, il y a des choses que j'apprécie dans ces documentaires de fin, le fait que ce soit plus court, plus concis, ça amène à avoir des renseignements pas trop mal. Je veux dire, les renseignements qu'on donne sont pas trop mal, mais on prend un ton super enfantin et on nous fait une espèce de discours entre le narrateur, de dialogue entre le narrateur et Pichou qui apparaît à l'écran là. C'est chiant. C'est chiant, je déteste quand on infantilise autant quelque chose. Je peux comprendre que le côté un peu trop adulte des documentaires de la première saison gêne. Vraiment. Et que vous essayez de baisser un peu le ton. Je sais que, et quand on parle de sacrifice humain, de sacrifice de vierge, parce que oui, il y avait ça, on parlait de sacrifice de vierge dans certains documentaires quand même, c'est assez dingue, que vous vouliez baisser le ton. Mais il y a baissé le ton et complètement infantilisé. Et là, ça devient complètement infantilisé quand vous arrêtez pas de faire des interventions de Pichou qui fait... Je peux pas supporter sa voix, elle me gonfle. Donc ouais, je vais être obligé de me taper Pichou dans tous les documentaires, et c'est gonflant. En dehors de ça, ouais, ça l'est. C'est pas un mauvais épisode d'introduction, hein. Ils prennent un petit peu le temps de faire ça en double épisode, parce que je suis sûr qu'en un seul épisode, ça aurait été complètement impossible à suivre. Ça introduit bien pas mal de choses. Le méchant, les motivations cachées qu'il a, c'est cool. Et ouais, ça partait sur quelque chose que j'ai bien aimé, sur le fait qu'on reprenne des éléments de la saison 1, c'est-à-dire la relation qu'avait Esteban avec le monastère, la fin de la saison 1 aussi, qui est reprise, on fait un suivi de la mort du père d'Espagne. C'était cool ça, c'était cool de reprendre ça et de pas oublier quelle série on suit. Maintenant, reste à voir s'ils vont bien gérer ça, si la Chine, leurs péripéties en Chine seront intéressantes à suivre. C'est tout ce que j'espère. À bientôt pour l'épisode 3, bye!